Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand talk consacré à la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens éliront leur futur président de la République. Mais comment éviter les réclamations souvent meurtrières après la proclamation définitive des résultats? Pourquoi la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel sont si contestés par l'opposition? Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui les enjeux de ces élections-là avec nos invités. Madame Hélène Nyonsae, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous êtes coordinatrice nationale de la Convention de la société civile ivoirienne. Oui. Bienvenue dans le Grand Talk. C'est moi. Monsieur Ocon Modeste, représentant du candidat indépendant Conan Kouadio Siméon, dit KKS. Et enfin, en face de vous du moins, Monsieur Kouadio Komwe Augustin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, chargé de la coordination et de l'action gouvernementale. Et enfin, pour finir, Monsieur Mamadou Touré, qui est porte-parole RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, bienvenue. Les élections se passent très bien. Au niveau de la société civile, quel constat faites-vous une semaine après? Merci, messieurs. Merci de nous avoir invités et de nous permettre de donner nos avis par rapport à ces élections. Nous pensons que depuis le début, c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à ces jours, il y a des avancées notables au niveau de la nation. Mais il reste encore beaucoup à faire et que nous conseillons aux partis politiques, toutes tendances confondues, de s'asseoir et de discuter. Parce que depuis le début, depuis 1995, toutes les élections que nous avons organisées en Côte d'Ivoire n'ont pas été paisibles jusqu'à ces élections-là, où nous avons fait une guerre après les élections. Donc nous demandons à tous les partis politiques et au gouvernement de s'asseoir et de discuter parce que l'essentiel, ce n'est pas d'aller aux élections, mais c'est de rassurer les candidats et que les résultats des urnes soient respectés par tous. Voilà l'essentiel. Monsieur Ocon Modeste, votre candidat indépendant qui a refusé les 100 millions de l'État, comment se comporte-t-il sur le terrain? Merci, monsieur. Je voudrais, au nom du candidat Conan Kouadio Siméon, que je représente ici, vous remercier de nous avoir associés à cette émission. Ce que je peux dire, c'est que le candidat Conan Kouadio Siméon bat campagne comme tous les autres candidats. Tout se passe normalement. En tout cas, partout où nous passons, il y a de l'effervescence et nous pensons que les choses iront mieux jusqu'au bout de cette élection. Monsieur Kouadio Komwe, Monsieur Affi N'Guessan semble être l'un des seuls des rares candidats à avoir mené campagne un peu sur tous les fronts, pendant que beaucoup marchaient évidemment sur la RTI et la CEI. Il était sur tous les fronts, lui, par contre. Oui, tout à fait. C'est que depuis longtemps, le FPI est considéré comme l'enfant des élections. Et c'est à travers les élections que nous envisageons reprendre le pouvoir. Et vu de cette façon, nous nous donnons les moyens de conquérir ce pouvoir-là. Il n'y a pas meilleure façon de reconquérir le pouvoir d'État que de s'adresser aux citoyens et demander leur suffrage. Et c'est ce que le candidat Pascal Affi N'Guessan essaie de faire depuis quelques semaines au cours de la période pré-campagne. Et puis depuis une semaine, depuis que la campagne a été ouverte officiellement, il parcourt monts et vallées, il va vers les populations qu'il connaît déjà, mais pour leur porter la nouvelle de sa candidature à la présidentielle. Et je pense que les choses se passent très bien. Le candidat Alassane Ouattara lui semble déployer la grosse artillerie, comme un ogre voulait bouffer tous les autres candidats, jusqu'à ce que le patriote même dise, titre Ado, pardon, faites doucement, sinon les autres ne verront pas grand-chose. Non, non, pas du tout. Je pense que nous partons à cette élection avec le respect qu'on doit à tous les adversaires.
nous nous donnons les moyens pour gagner ces élections. Et le RHDP est d'abord une grosse machine, puisque c'est la coalition de 4 partis. Nous avons essayé de nous organiser, de nous structurer, d'occuper le terrain et de faire ce qu'il y a lieu de faire normalement pour gagner une élection présidentielle. La question est de savoir aussi, concernant notamment, je vais revenir sur les 100 millions, pourquoi M. Ouattara donne les 100 millions à quelques jours de l'ouverture de la candidature, du moins de la campagne, plutôt que de... il aurait eu beaucoup plus de temps de le faire. Il a surpris pratiquement l'ensemble des candidats à cette élection. Ah non, l'État de Côte d'Ivoire a donné ces 100 millions aux candidats pour qu'ils fassent campagne. Donc on n'aurait pas pu donner cet argent avant la campagne. L'argent doit servir à faire de la campagne. À 3 jours de la campagne, ils doivent s'organiser, oui, rebudgétiser en fonction des 100 millions. Pour la période de la pré-campagne, chaque parti s'organise. Mais il y a l'ouverture officielle de la campagne dans notre pays qui est régie par la loi. Et le soutien qui est apporté par l'État vise à aider les candidats à faire campagne. Maintenant que certains candidats utilisent ces ressources pour autre chose, bon, ça, on peut en parler. Au niveau de la société civile, vous avez dit avoir été surpris par ce geste du président de la République contre toute attente. Oui, nous avons été surpris. Et nous, s'il faut donner nos avis, c'est dire que nous sommes un pays en voie de développement et nous avons des besoins énormes. On n'a pas besoin de donner 100 millions à des candidats pour briguer la présidentielle. Nous avons un taux de chômage élevé. On aurait pu appuyer les entreprises pour recruter des jeunes et donner un travail décent. Parce que quand on parle de travail en Côte d'Ivoire, il y a des diplômés qui gèrent des cabines. C'est pas, je ne dis pas que c'est pas normal ou bien c'est pas un travail, mais c'est pas un travail qui peut donner une retraite à une personne. Donc il faut trouver un travail décent pour nos jeunes. Essayer d'aider les femmes à être autonomes financièrement plutôt que de donner cet argent à des candidats. Nous pensons qu'il y a des critères et qu'il y a des, en tout cas, vous auriez préféré, mécanismes, donner ça à des entreprises. Je dois juste préciser quelque chose, puisque nous sommes en plein dans le débat. Alors, il faut savoir que l'appui qu'apporte aux partis politiques et aux candidats vise à renforcer la démocratie. 1 milliard de francs CFA, madame, c'est beaucoup. Mais 1 milliard de francs CFA n'est pas beaucoup et regarde donc des enjeux que nous avons au niveau de la jeunesse des femmes. Et vous devez savoir que l'État a déjà déboursé plusieurs milliards de francs CFA. Je peux vous dire que les 5 dernières années, ce sont près de 500 milliards de francs CFA qui sont allés dans le secteur de la jeunesse. Ce sont les partis eux-mêmes qui ont souhaité que dans le cadre du renforcement de la démocratie, les partis politiques ou les candidats à l'élection présidentielle puissent bénéficier de soutien. Et il y a une loi en 2004 Et quel est l'organe qui a décidé de ce montant des 100 millions qui ont été donnés par l'État de Côte d'Ivoire? Quel est l'organe qui l'a décidé? Est-ce que la Monsieur Moïse, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit qu'en 2004, la loi a été votée. Vous étiez ministre à cette époque, Monsieur Moïse, Monsieur Kouadio Komwe. Vous avez été ministre sur le gouvernement de Laurent Gbagbo. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui sont prévues pour oui, tout à fait. Soutien aux candidats? Je n'étais pas au gouvernement à l'époque où la loi a été votée. Je suis venu plus tard. Mais je dois dire que ces fonds qui ont été octroyés aux candidats à la présidentielle ont une base légale. C'est le premier point qu'il faut souligner. Ce don, c'est même pas un don, c'est une subvention que l'État de Côte d'Ivoire octroie aux candidats à la présidentielle. Et c'est la loi qui l'a prévu. Qui dit loi, dit la représentation nationale, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire. Nous parlons d'institutions aujourd'hui, il faut qu'on sache respecter nos institutions. Lorsqu'une institution a pris une décision, quelle qu'elle soit, jusqu'à ce que cette décision soit réformée, elle s'impose à tous. La question de l'octroi de cette subvention ne pose pas de problème en soi. Ce sont les conditions d'opacité qui ont entouré, n'est-ce pas, la distribution de cet argent qui fait débat aujourd'hui. Si le gouvernement avait été transparent comme l'opposition le réclame depuis des années, il n'y aurait pas eu de débat là-dessus. Le gouvernement aurait pu expliquer le contenu de cette loi et dire la base sur laquelle ce montant qui est prélevé du budget de l'État a été prélevé et dire quelle est la clé de répartition.
Ces conditions de transparence ont manqué. Et c'est pour ça qu'il y a débat. Faut-il, monsieur Ocon-Modeste, aider un candidat à la présidentielle de la République quand on sait que ce monsieur ou cette dame viendra gérer 5 000 milliards souvent du budget de l'État? Pourquoi devrait-on accompagner quelqu'un à hauteur de 100 millions, même si c'était à hauteur de 10 000 francs? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire doit soutenir les candidats à la présidence de la République? Bon, moi, j'ai dit tout à l'heure ce qui serait mieux de faire, c'est qu'on demande à tous les candidats de compétir. Chacun y va avec ses propres moyens. Maintenant, comme il y a une ancienne loi, je ne sais pas sur le contenu de la loi de 2004, mais il y a une loi qui disait que si le candidat à l'élection présidentielle a 10% des suffrages exprimés, l'État lui donnait une subvention ou bien l'appuyait par rapport l'État lui rembourse ses 20 millions, je crois. Non, c'est ça. Non. Ça. L'État remboursait ses 20 millions. Les 20 millions, oui. Puisqu'il ne compétira plus à 5%, on ne peut pas le subventionner. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que, bon, quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle, de facto, on lui donne 100 millions, tout ça, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser les gens compétir avec leurs propres moyens. Dans tous les cas, vous pouvez avoir des milliards et ne pas gagner les élections présidentielles. Ce qui importe, c'est le projet de société, expliquer ce qu'on veut faire pour les Ivoiriens. Et il leur appartient de faire le choix, c'est tout. Allez, maintenant que la question est claire, on va certainement aller du côté du public, retrouver M. Guy Defer, qui va certainement se prononcer sur cette affaire de 100 millions. Guy Defer qui est humoriste et en même temps chroniqueur. Nous vous écoutons, Guy Defer. Oui, c'est-à-dire moi, d'abord, le fait que même que le président Lassade donne 100 millions, ça me gêne beaucoup en fait. Ça me gêne en toute sincérité. Parce qu'on peut donner de l'argent à des partis politiques. Mais remettre de l'argent à des individus, parce qu'ils sont candidats, moi vraiment, ça me gêne. Et encore ce qui me gêne, c'est chaque fois quand on dit le président donne, le président donne. Je vais souhaiter qu'on dise l'État de Côte d'Ivoire donne. Et non pas Alassane qui donne. Quand c'est l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont communiqué là-dessus. Mais d'abord, c'est mal communiqué. Mais les candidats eux-mêmes, dans les journaux, réclamaient qu'on leur donne de l'argent pour être candidats. En fait, ils ont mendié même les 100 millions de francs. Et Ouattara est obligé de leur remettre ces 100 millions de francs. Sinon, le fait de remettre 100 millions de francs à un candidat, je trouve cela illégal. À un parti politique, je comprends. À un individu, c'est illégal. Il peut trouver ce qu'il veut dire pour se donner un peu peut-être, je ne sais pas, mais je dis c'est illégal. Allez, M. Mamadou Touré, peut-être dernière réaction sur le sujet des 100 millions et nous allons passer à la question de la CEI. Déjà rassuré, nous sommes d'accord que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné les 100 millions. Cette décision a été prise au cours d'un conseil de ministres, donc qui est l'instance où le gouvernement prend des décisions. Et donc c'est l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, les chèques ont été mis par le Trésor. Ce qu'il faut regarder, c'est que la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers la fin définitive donc, des crises que nous avons connues. Nous sommes d'accord que les financements s'adressent essentiellement aux partis politiques. Vous avez des candidats qui sont présentés à ces élections qui, dans les différents dialogues que nous avons eus, ont posé le problème de moyens pour ces élections. Donc le gouvernement a décidé d'élargir la base d'octroi de ces fonds à ces candidats-là pour leur permettre donc, de faire campagne et de faire aussi avancer la démocratie. Ce que nous trouvons dommage, c'est que certains candidats aient pris cet argent et aient décidé de ne pas compétir finalement. Donc ça mérite un débat de fond. Bon, on a dit aussi que c'était un financement exceptionnel qui n'était pas encadré juridiquement, donc on pouvait en faire ce qu'on voulait. Non, pas du tout. Alors, je pense que c'est là où le bas blesse. C'est de l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien. On ne peut pas le donner comme si on donnait de l'argent de poche à un enfant. Ça doit être encadré par des tests. Dans les démocraties modernes, dans les pays développés, ceux qui nous copions, la démocratie en Afrique, les élections présidentielles donnent lieu à un soutien de l'État, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a toujours un financement public pour accompagner les candidats à la présidentielle. Parce que la fonction présidentielle n'est pas n'importe quelle fonction. C'est quand même le représentant de l'État. Sous prétexte qu'il ne faut pas distribuer de l'argent, on laisse des candidats aller chercher
les moyens, les ressources de leur campagne à des conditions qui peuvent compromettre la souveraineté de l'État. Il y en a même qui peuvent détourner de l'argent pour cela. Il y en a qui puisent dans les caisses de l'État simplement pour faire leur campagne électorale. Évidemment, pour vous, c'est parce que ça n'a pas été bien encadré. Justement. Et donc, pour éviter ce genre de situation et pour protéger la fonction du chef de l'État, les représentants du peuple, c'est-à-dire le Parlement, a décidé de financer la campagne, partiellement du moins, des candidats à la présidentielle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de... des 100 millions. Voilà, tout à fait. Sur les 100 millions toujours, c'est de faire comme dans les pays dont je parlais, c'est d'encadrer, n'est-ce pas, cette subvention en demandant aux candidats de rentrer dans un schéma, justifier l'utilisation de ces fonds. Et de rendre compte. Et de rendre compte. En tout cas, un audit devrait être mis en place. Mais si on va passer à autre chose, en laissant le sujet des 100 millions, notamment nos commissions électorales indépendantes. À l'époque, quand Robert Guéhi est venu en 2000, il a créé la Commission nationale indépendante, qui avait été gérée par M. Honoré Guillet. Et après les élections, proclamation difficile des résultats, la vie de M. Honoré Guillet a été menacée. Après M. Honoré Guillet, M. Begré Mambé l'a remplacé pendant une certaine époque. Notamment, c'est là qu'a été créée la commission électorale indépendante. M. Begré Mambé a été, lui, remplacé en 2010, en février 2010, par M. Youssouf Bakayoko. On sait aussi les conditions dans lesquelles ces élections se sont terminées. Alors pourquoi nos commissions électorales indépendantes ou commissions nationales indépendantes sur les élections ont toujours ces problèmes-là, selon vous, M. Mamadou Touré? Pourquoi il y a toujours ça? D'abord, les problèmes... Honoré Guillet, lui, il a été menacé par la junte militaire au pouvoir. M. Youssouf Bakayoko a été obligé d'aller au Golf Hotel pour prononcer les résultats des élections de 2010. D'abord, les situations peuvent être différentes à certains points de vue, mais il y a une caractéristique commune. Quand vous prenez la situation de M. Honoré Guillet qui a organisé les élections en 2000, le refus du régime d'alors de reconnaître les résultats tels que proclamés par Honoré Guillet a conduit donc à cette situation de confusion que nous avons eue. On peut dire que nous avons eu la situation plus ou moins similaire en 2010. Youssouf Bakayoko, qui je rappelle, après le départ donc, de Begré Mambé, a été le fruit d'un consensus. Donc toutes les parties ont accepté Youssouf Bakayoko comme le président consensuel de cette commission électorale indépendante, et qui intégrait en son sein toutes les parties. Youssouf Bakayoko, et notamment la CEI, a eu du mal à proclamer les résultats. On a vu le représentant d'un candidat à l'époque déchirer même les résultats qui devaient être proclamés. Et donc, mais ce travail de Youssouf Bakayoko, contrairement en 2000, a fait l'objet d'une supervision aussi bien de la communauté internationale, des partis politiques, que même au niveau de nos instances sous-régionales. Et ce qui a amené tous ces acteurs à reconnaître la qualité du travail qui avait été fait en 2010, et donc la faute n'incombait pas à un individu. Lorsqu'il y a eu la crise entre les résultats proclamés par Youssouf Bakayoko et le Conseil constitutionnel, toutes ces structures de contrôle, je parle donc du représentant spécial des Nations Unies, je parle de la CEDEAO, et même après l'Union africaine, ont reconnu que le travail fait par l'équipe de Youssouf Bakayoko était un travail qui était... Alors, on va écouter le FPI sur ce point. Oui. Est-ce que le travail fait par Youssouf Bakayoko a été autant salué par vous et la communauté internationale? Pas sûr. Alors, je pense que vous avez dit une chose qui est tout à fait juste. Les institutions, en tant que telles, fonctionnent bien, ou du moins leurs règles de fonctionnement telles qu'elles ont été édictées ne sont pas sujettes à caution. Par contre, ce qui pose problème, le plus souvent en Afrique, où vous constaterez que c'est seulement sur ce continent qu'on a des commissions dédiées aux élections. Dans les pays développés, il n'y a plus de commissions chargées d'élections. La question est une question purement de confiance. C'est le manque de confiance entre les acteurs politiques qui entraîne les désordres que nous constatons à chaque élection.
que ce soit la CNI, la défaite CNI, sous la junte militaire, ou que ce soit la CEI que le régime du FPI a créé, ce sont toujours les acteurs politiques qui prennent en otage les responsables de cette institution et les empêchent de travailler. En 2010, je suis désolé, M. Issou Bakayoko a proclamé les résultats du scrutin présidentiel au QG de campagne d'un des candidats. Non, le Golf Hotel n'était pas dans le QG de campagne. N'était pas dans le QG de campagne. C'est moi qui ai la parole, il faut peut-être préciser que vous empêchez Issou Bakayoko de proclamer les résultats à la CEI. Je constate sa vie était menacée. Il y avait des chars qui avaient entouré la commission. Monsieur Touré, je vous ai laissé parler. Et on a vu Damana Pika se déchirer. Donc, oui, vous avez dit ça. Donc sa vie était menacée. Laissez-moi dire aussi. Allez-y. Ok. Donc le fait est que, et tout le monde l'a vu sous les caméras de toutes les télévisions internationales, le président de la commission électorale dite indépendante, qui est censé proclamer ses résultats de façon consensuelle avec les autres membres de sa commission et au siège de la dite institution, s'est retrouvé au QG de campagne pour des raisons et dans des conditions inexpliquées jusqu'à ce jour, pour proclamer des résultats. Après une telle forfaiture, on ne peut pas créditer ce monsieur des meilleurs gestionnaires d'élections. Je suis désolé, je ne sais pas quelles sont les instances dont parle M. Touré, qui ont qualifié le travail de M. Issou Bakayoko de bon travail. Je vais vous répondre. C'est important pour la compréhension. Pour la compréhension des téléspectateurs, c'est quand même important. Juste en une minute. Ce qu'on doit savoir, Issou Bakayoko n'a été qu'un porte-parole des circonstances, notamment au niveau des résultats, les résultats finaux. La commission électorale indépendante, dans son organisation, a des démembrements. Les résultats commencent déjà par les bureaux de vote, où tous les partis politiques ont leurs représentants. Ce sont les remontées de ces informations, donc des résultats, qui sont consolidés au niveau départemental, au niveau régional et ensuite au niveau de la CEI. Issou Bakayoko ne fait que dire les résultats tels que traduits dans les urnes. En fait, la question de M. Kwadwo Komo, c'est surtout de savoir pourquoi il est allé au Golf Hotel. Non, attendez, c'est un débat quand même surréaliste. Mais je réponds tout de suite. Le seul endroit sécurisé de Côte d'Ivoire, oui, mais c'est un débat. Attendez, c'est un débat totalement surréaliste. 2010, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans. Il sait très bien que le régime FPI, avec Dogo Blé, avait emmené des chars qui avaient entouré la commission électorale indépendante. Et que la vie donc, des travailleurs de cette commission électorale indépendante était menacée. Rappelez-vous que les ambassadeurs de l'Union européenne et des pays occidentaux s'étaient même déportés sur le lieu pour s'assurer que les vies des travailleurs de la CEI n'étaient pas menacées. On a tous vu Damana Pikas déchirer les résultats tels que voulus proclamer par le porte-parole de la CEI. Donc, ignorer ces faits-là, et faire croire qu'Issou Bakayoko aurait pu proclamer les résultats à la CEI et donc de gaieté de cœur n'a pas voulu proclamer ces résultats et s'est déporté ailleurs pour proclamer les résultats, c'est fait preuve de mauvaise foi. Ce qui est essentiel dans le débat, dans le fond, est-ce que les résultats tels que proclamés par Issou Bakayoko sont conformes au vote des Ivoiriens? Est-ce que les soient proclamés à la CEI ou au siège du FPI ou ailleurs, est-ce que ces résultats sont sincères par rapport au vote des Ivoiriens? Les résultats peuvent être sincères dans la mesure où la procédure de proclamation n'a pas été respectée. Dans la mesure où M. Issou Bakayoko s'est retrouvé seul, sans ses autres commissaires, dans des conditions que personne ne sait aujourd'hui. Qui l'a amené là-bas? C'est ça la question à laquelle vous ne répondez pas. On va laisser Mme Nyonsae. Oui, par rapport à ce débat, moi je pense qu'il y avait l'ONU ici, il y avait les militaires français. Je pense que M. Issouf Bakayoko serait parti au niveau à l'ONU ici que personne n'aurait trouvé à redire. Donc, non, je voudrais vous expliquer. Il serait parti. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes, mais il devait prendre des décisions qui engageaient l'État et toute la nation de Côte d'Ivoire. Il serait parti à l'ONU ici, proclamer ses résultats. Personne n'aurait trouvé à redire. Le seul fait qu'on reproche à M. Issouf, c'est d'être parti au Golf Hotel, qui était censé être le QG du président, du candidat Ouattara. Sinon, il y avait des risques
que tous les Ivoiriens couraient, mais lui, en tant que responsable, devait faire la nuance entre le Golfe et l'ONUCI où des organisations internationales étaient regroupées. Oui, mais madame, ce n'était pas possible. Je vous dis sécuriser. pourquoi. M. Sou Bakayoko ne pourrait pas aller ni à la base française ni à l'ONUCI parce qu'au nom des traités qui nous liaient à ces institutions, ces emplacements n'étaient plus sur notre responsabilité en tant qu'État. Il ne pouvait pas. Deuxièmement, vous êtes en train de me conforter dans ma position, madame, dans notre position. Vous me dites, et vous dites à tout le monde, que ce qui est en cause, ce n'est pas les résultats donnés par Issou Bakayoko, ce qui est en cause, c'est l'endroit où il a donné ses résultats. Ce que nous disons, c'est que la démocratie, la sincérité du scrutin, le respect du vote des Ivoiriens, et cela a été confirmé parce que lorsque le candidat du FPI a fait appel à l'Union africaine pour que l'Union africaine vienne arbitrer entre les résultats donnés par Issou Bakayoko et les résultats donnés par le Conseil constitutionnel, mais l'Union africaine a été claire. Au regard des différents PV qui ont été épluchés depuis la base jusqu'au sommet, celui qui a gagné les élections s'appelle Alassane Ouattara. Allez, on va rester... On va essayer d'avancer, on est plus en 2010. Oui. Mais aujourd'hui, Youssouf Bakayoko reste encore contesté par l'ensemble de l'opposition. Le FPI l'a même dit. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Youssouf Bakayoko? Qu'est-ce que vous avez, malgré tout, confiance en lui? Ce que nous reprochons à Youssouf Bakayoko, c'est ce que j'ai dit tantôt, à savoir son manque de loyauté vis-à-vis de l'État, mais également vis-à-vis de ses collègues de la Commission électorale indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, si M. Youssouf Bakayoko prononçait les prochains résultats de la présidentielle, vous accorderez du crédit? Nous espérons simplement que chaque Ivoirien a tiré les enseignements de la crise post-électorale de 2010 et qu'il ne reviendra pas à l'esprit d'un seul responsable de ce pays de commettre encore les impairs qui ont été commis en 2010 et qui ont entraîné, n'est-ce pas, la destruction des vies humaines que nous avons connues. Nous en appelons au sens de la responsabilité de tous les acteurs, à commencer par le président de cette commission, et également les candidats à cette compétition, pour qu'ils fassent preuve de responsabilité, que chacun fasse son travail dans l'intérêt, le strict intérêt de la nation ivoirienne. Monsieur Komoué, le mandat de monsieur le président de la commission électorale indépendante est arrivé, semble-t-il, à son terme, mais le président Ouattara n'a jamais voulu le remplacer. Il faudrait peut-être poser la question à M. Ouattara pour comprendre pourquoi il s'entête à garder ce monsieur qu'il a proclamé vainqueur d'une élection discutée. Alors, ils ont certainement des relations particulières. Il faut leur poser la question. Alors, je veux dire d'abord, Youssouf Bakayoko n'a aucune relation particulière avec le président Ouattara. Ce que je veux dire, c'est que même si M. Komoué était président de la commission électorale indépendante en 2010, il aurait proclamé M. Alassane Ouattara comme vainqueur parce que c'est ce qui reflète la sincérité du scrutin. Youssouf Bakayoko n'a fait que dire ce que les Ivoiriens ont fait dans les urnes. La CEI, c'est une institution qui fonctionne, qui a des règles, il y a un collège qui est là. Youssouf Bakayoko ne prend pas seul les décisions. Je suis heureux que le FPI participe aujourd'hui à cette commission électorale indépendante, puisque le FPI a un représentant. Et nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, le processus a été validé étape après étape, depuis la confection de la liste électorale, l'enrôlement, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune contestation sur le sérieux et la crédibilité de cette commission électorale. Et pour nous, c'est ce qui est important. Et donc, je suis d'accord avec lui. Il faut en appeler à la responsabilité des acteurs politiques pour que la démocratie soit de mise dans notre pays. Le candidat KKS, par contre, lui, il a marché avec la CNC pour réclamer le départ de M. Youssouf Bakayoko de la CEI. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Les institutions républicaines telles que la CEI, au regard des tests qui les régissent et des missions spécifiques qui leur sont assignées, devraient en principe connaître un fonctionnement normal. Mais ce sont des implications politiques qui hypothèquent leur fonctionnement. Je pense que il faut savoir tirer leçon de nos échecs. Il aurait été intéressant qu'après l'élection présidentielle de 2010, on mette en place une commission indépendante d'enquête pour savoir ce qui s'est passé réellement. On sait ce qui s'est passé? On ne sait pas. Pas de façon officielle. C'est au détour d'une interview que le président Ouattara a dit que... Vous, qu'est-ce que vous reprochez exactement? Je vais le faire. C'est au détour... Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Je vais le faire, monsieur, si vous me laissez quelques minutes. C'est au détour d'une interview que le président Ouattara a dit que le président Youssouf Bakayoko avait un fusil à la tempe, que cela ne lui a pas permis de programmer.
quels sont ceux qui savent cela? Il devrait être intéressant qu'on fasse une enquête pour que les Ivoiriens, de façon... Mais la communauté internationale a dénoncé les conditions créées par le régime FPI empêchant la CEI de faire son travail. Ce que nous reprochons, nous étions d'accord que la communauté internationale a vite ces élections. Nous étions d'accord que c'est pas le droit de violer les principes. Non, le fait de dénoncer les conditions que les institutions se sont données. Non, mais le fait de dénoncer les conditions que vous avez créées pour empêcher la CEI de faire normalement son travail, ça ne leur permet pas, le droit de violer. Mais nous lui avons octroyé ce droit, monsieur. Nous lui avons octroyé ce droit à Pretoria, nous lui avons octroyé ce droit à Pretoria en demandant au représentant spécial des Nations Unies de certifier ces élections. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la certification qui est en cause. C'est la violation de la procédure de proclamation des résultats qui est en cause. Quelle procédure de proclamation des résultats? S'il vous plaît, c'est de façon consensuelle que les résultats sont proclamés au siège de l'institution. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est de façon consensuelle que les résultats sont consolidés. Et une fois que les résultats sont consolidés, ça veut dire que toutes les parties sont d'accord que ces résultats reflètent la réalité du terrain. À la plage, le porte-parole, aller en boîte de nuit, proclamer le résultat. Ne banalisez pas le débat. Non, vous savez ce que vous avez fait en 2010. Je banalise. Est-ce que vous avez banalisé aujourd'hui l'acte de Damana Pikas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, pendant qu'on y est, l'acte de Damana Pikas qui a choqué tout le monde dans le monde entier? L'enquête, par exemple, le diagnostic qu'on réclame aurait permis de savoir pourquoi Damana Pikas a déchiré les C'est votre compagnon, c'est votre camarade de lutte. Expliquez-nous. Par contre, on ne sait pas comment a déchiré les résultats. Issou Bakayoko est arrivé au golf où vous étiez enfermé. C'est ça qu'il faut dire. Le Golf Hotel était un endroit ouvert. Il y avait le président Ouattara au Golf Hotel, il y avait les Nations Unies au Golf Hotel, il y avait tout le monde au Golf Hotel. Malgré les chats qui entouraient son bureau. Et je rappelle que pour la sécurité de Laurent Gbagbo, il s'est retrouvé au Golf Hotel. Les chats entouraient son bureau et puis il a pu s'échapper pour aller au golf. C'est surréaliste comme vous dites. Allez, on va fermer tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je dis que la coalition PDCI-RDR et tous les autres ont des cadres. Ils ont tellement de cadres. Pourquoi il faut s'agripper à M. Issouf Bakayoko, que je respecte beaucoup? Pourquoi ne pas s'entendre sur un cadre et trouver un président qui ne pose pas d'emblée des problèmes? Mais je vous réponds tout de suite, madame. Issou Bakayoko ne pose pas de problème. Issou Bakayoko pose un problème à ceux qui ne veulent pas de la démocratie. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne. Que certaines personnes aient des problèmes de personnes. Il y a un cadre, il y a un cadre logique pour annoncer. Oui, vous me répondez, mais nous étions tous en Côte d'Ivoire et on a suivi. Ce sur quoi nous pouvons tous nous accorder, ce qui est important, ce sont les règles, les procédures en interne. Qui ont été violées. Nous avons observé et on a donné des résultats conformes. Je vous pose des questions, une question de façon directe. Oui. Est-ce que tel que le processus est mené aujourd'hui, depuis la révision de la liste électorale jusqu'à sa proclamation, vous avez des reproches à faire à ce processus? Je n'ai pas... C'est le mécanisme. Est-ce que vous avez des reproches à faire? Mais d'emblée, les candidats... Au processus aujourd'hui tel qu'il est fait. Madame, est-ce que vous, en tant que société civile, qui avez un regard détaché, est-ce que vous avez un reproche à faire ou des reproches à faire au processus tel qu'il est mené aujourd'hui? Non, mais il faut tenir compte de l'avis de chacun. C'est déjà... Si vous dites non, ça veut dire que Issou Bakayoko et son équipe font bien leur travail. Non, monsieur Issouf Bakayoko, étant marqué par l'élection 2010, on ne devrait plus le remettre à cette place-là. Puisqu'il a été marqué. Ce n'est pas un problème de personne, madame. Ce n'est pas un problème de personne. Messieurs, on va marquer une pause. Même si on vous mettait vous à la séduction de l'indépendance, certains candidats auraient pu trouver en vous un problème. Ce qui est important, c'est le renforcement de nos institutions, les mécanismes démocratiques transparents au sein de nos institutions. Et vous venez de nous dire que le processus est d'accord. Et vous venez de nous dire tout à l'heure que vous ne reprochez rien au processus tel qu'il est mené actuellement. Et je dis donc Issou Bakayoko et son équipe font bien le travail. Non, mais puisque Issouf Bakayoko fait déjà l'objet de... Qu'est-ce qu'on veut? C'est le résultat des urnes. Que chacun accepte les résultats des urnes. Est-ce que c'est Issou Bakayoko mais on le juge aussi par rapport à ses actes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Youssouf Bakayoko pose problème quant à la proclamation des résultats? Est-ce que le FPI, si au soir du 25 octobre, le monsieur Youssouf Bakayoko proclamait les résultats, ça vous poserait problème? Parce que c'est lui qui a proclamé les résultats de 2010. La question de Issou Bakayoko, du point de vue du FPI, est une question simple. C'est une question éthique. Une question morale. Il a failli en 2010.
il a entraîné le pays dans le chaos. Il est indécent qu'on le retrouve encore à la tête de cette commission en 2015. C'est ça le problème. Qu'il soit fautif ou pas, mais c'est lui, c'est par lui. C'est important de savoir qu'il soit fautif ou pas. C'est par lui. C'est le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître les résultats des élections qui nous entraîne dans la crise. La moindre des choses qu'on puisse demander au pouvoir aujourd'hui, c'est de trouver notre personnalité, comme l'a dit madame. La Côte d'Ivoire rigole des compétences. Messieurs, merci beaucoup sur pour la première partie de cette émission. On va marquer une pause et on revient juste après pour parler du Conseil constitutionnel. A tout de suite. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, jouons tous dans le camp de la non-violence pour faire de la paix une réalité dans notre patrie. Élection, c'est pas Niaga. Mesdames et messieurs, retour dans la deuxième partie du Grand Talk spécial consacré à la présidentielle 2015. Avec nos invités, nous tentons de comprendre si nos institutions qui s'occupent des élections sont crédibles. On a parlé dans la première partie de la commission électorale indépendante, si contestée par les candidats de l'opposition, notamment son président Youssouf Bakayoko, à cause, vous le savez tous, de ces élections de 2010. Nous parlerons maintenant du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel plus exactement, dirigé par M. Mamadou Koné. Mais avant lui, entre 1995 et 2000, il y a eu M. Tiakoné. Tiakoné qui... Yapo, Cour suprême, il y a eu Tiakoné... Tiakoné qui était la chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui se prononçait évidemment sur la validité des candidatures et qui, depuis en 1995 et en 2000, a invalidé la candidature de M. Ouattara. Est-ce que tout ça aussi n'a pas contribué à marquer les gènes, à créer les gènes de la division que nous connaissons jusqu'à ce jour, madame? Oui, je pense que d'abord, il faut que les hommes qui sont nommés dans nos institutions soient vraiment indépendants. Peuvent-ils être indépendants quand ils sont nommés? Oui. Est-ce possible d'être indépendant quand on est nommé? Oui, on peut être indépendant quand on est nommé. Dans les autres nations, les gens sont nommés, mais ils acquièrent leur indépendance et ils se prononcent vraiment sur ce qu'on leur demande. Il faut qu'ils soient vraiment indépendants. C'est le problème qui se pose. Pour vous, c'est oui, par rapport au Conseil constitutionnel. Merci, monsieur. Je disais tout à l'heure que ce sont des implications politiques qui hypothèquent le bon fonctionnement de nos institutions. Maintenant, il faut voir le mode de désignation de ces personnalités-là. Généralement, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui nomme ces personnalités-là. Et il nomme les personnalités politiques de son bord politique. Du coup, ces personnalités sont soumises au principe du devoir de reconnaissance ou du devoir d'ingratitude. Donc, si c'est le chef de l'État qui vous met à ce poste de responsabilité, vous êtes obligé de faire sa volonté. Donc, il va falloir revoir le mode de fonctionnement. Et nous proposons qu'on peut faire par appel à la candidature. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on peut proposer des noms et puis commettre un cabinet qui va étudier les dossiers. Et, puisque quand on nomme les hommes politiques, monsieur l'actuel président du Conseil constitutionnel, il est membre du RDR, tout le monde le sait. Monsieur Yao Indré est membre du RPI, il était président du Conseil régional, et puis vous le prenez, vous le mettez comme l'arbitre, vous voulez qu'il juge comment? Donc c'est pour cela que nous proposons que la nomination ou la désignation se fasse par appel d'offres, qu'on commette un cabinet qui va réceptionner les dossiers et puis choisir une personnalité. À ce niveau, à ce moment-là, la personnalité qui est choisie n'est pas obligée de faire la volonté du chef de l'État, mais il a un cahier des charges qu'il doit exécuter. Je pense qu'il faut qu'on trouve une parade pour que ces personnalités soient indépendantes et fassent le travail pour lequel elles ont été nommées. Est-ce facile de trouver une institution indépendante, monsieur Komwe Augustin? Est-ce facile, sous nos tropiques, peu importe la manière dont sont choisies les personnes? Oui, on peut trouver des gens intègres. C'est possible, il ne faut pas désespérer.
Quand ils sont intègres, la plupart du temps, ils démissionnent. Oui, tout à fait. On vous confie une mission. Si vous avez des contingences qui vous empêchent de remplir la mission, la moindre des choses, c'est de démissionner. Je salue le professeur Vaudier pour l'acte qu'il a posé. Dans ce sens-là. Quand vous subissez des influences, ne dénaturez pas la démission du vous professeur subissez des Vaudier, influences que vous ne pouvez pas contrôler, la décence commande que vous démissionnez. Mais En Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? En Afrique, ce qui pose que les gens problème- veulent savoir, c'est comment rendre nos institutions crédibles. Comment faire de telle sorte que les hommes qui dirigent des institutions aussi sensibles que la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, puissent être indépendants. Il faut inculquer une culture de la responsabilité aux citoyens ivoiriens. Les tests que nous nous donnons, le plus souvent, sont de bons tests. Quand vous les lisez, ils sont trait pour trait les mêmes tests qui régissent les institutions occidentales, qui fonctionnent. Par exemple, en France, c'est toujours le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais eu de problème. C'est une nomination. Il n'y a jamais eu de problème. Le problème se trouve au niveau de la personne qui est nommée, qui n'arrive pas à se détacher du pouvoir qu'il a nommé, de la personnalité qu'il a nommée. C'est une question de personnalité. En Afrique, on est dans l'émotion. Ce devoir de gratitude n'a pas de sens dans une démocratie. Alors, malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc ce sont les hommes. Ce sont les hommes qu'il faut éduquer à respecter l'éthique. Aura-t-on le temps de les éduquer avant de les envoyer au Conseil constitutionnel? Pour vous, quelle recette peut-on faire pour avoir des institutions qui ne souffrent d'aucune discussion? Mais je partage en partie le point de vue de mes prédécesseurs. Nous avons des institutions, nous avons des textes. Ce qui est en cause, c'est l'intégrité de ceux qui incarnent à un moment donné ces fonctions. Je ne suis pas d'accord que l'appel à candidature garantisse forcément l'indépendance, parce que vous pouvez faire un appel à candidature, trouver des personnes qui peuvent ne pas décider de s'inféoder au pouvoir. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui sont nommés à la tête de ces institutions doivent avoir une haute idée de leur fonction, de leur mission, être des hommes intègres et rester dans le droit. Aujourd'hui, le président actuel du Conseil constitutionnel, sur son profil, il n'y a rien à redire. Il a été majeur de sa promotion à l'école des magistratures en France. Il a gravi tous les échelons au sein donc, de la magistrature. Ce qui est demandé et ce qui a été demandé par le passé, c'était que ces hommes de loi disent la loi. En 2000, après que la candidature de M. Ouattara et de M. Bédié a été invalidée, vous savez que Tia Koné est venu tout récemment faire son mea culpa en reconnaissant, donc je suis d'accord avec vous, l'immixtion du politique dans les décisions judiciaires. M. Yao Paul Ndré a dit la même chose, puisque les résultats tels qu'il avait proclamés, il a dû, après l'acquis post-électoral, venir proclamer les résultats réels, mais en reconnaissant... Il n'a pas proclamé des résultats réels, il a attendez. Il a investi à nouveau. Alors, attendez. On investit sur la base d'un résultat. On est d'accord. Non, il n'y a plus de chef d'État. J'ai dit, on investit. Il n'y a pas de vacances à la tête d'un État. J'ai dit, on investit. Attendez, on ne va pas polémiquer pour polémiquer. On ne va pas. Est-ce que je peux terminer? Le président du Conseil constitutionnel investit celui qui se proclame président. Ah non. Est-ce que je peux, si vous réalisez Yao Paul Ndré, ça s'est fait en mai 2011, ici au Palais de la Présidence. Yao Paul Ndré a proclamé M. Ouattara comme vainqueur de l'élection présidentielle et l'a investi comme président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est différent. Ce sur quoi nous sommes d'accord, donc c'est l'intégrité de certaines personnes qui à un moment donné, sans élection. Certaines personnes qui à un moment donné ont incarné donc ces fonctions-là. Il faut... on va justement revenir sur la question de l'intégrité et sur la question de Yao Paul Ndré, pour étudier l'intégrité. Alors, Yao Paul Ndré investit Gbagbo sur les mêmes textes qu'il investit M. Ouattara. Pourquoi Yao Paul Ndré, à un moment, ne marque pas la rupture? Pourquoi revient-il investir M. Ouattara?
La question est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Puisqu'il a déjà prononcé les premiers résultats pour dire que M. Gbagbo est président de la République. Paul Yaoundé est un éminent juriste. A-t-il été menacé? A-t-il été menacé? On va peut-être poser la question à ceux qui l'ont rencontré. Vous êtes du FPI, vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il a été menacé par le pouvoir? Non, Yaoundé a dit devant tout le monde qu'il a été possédé. Il a été possédé par le diable. Voilà. Au moment où il proclamait les résultats, il l'a possédé au point de lui permettre de revenir sur une décision qui est insusceptible du changement. Mais il n'avait pas été dépossédé quand il venait pour la deuxième fois. La première fois, il était possédé. Mais c'est la même possession. On ne lui a pas fait une imposition des mains. Moi, je pense que l'intégrité et l'indépendance, c'est surtout ça qui pose problème. Parce que comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un, un juriste qui vient investir, dire à un candidat, tu es le président, malgré tout ce qu'il y a eu, et revenir 2 ou 3 mois après, dire à un autre, vous êtes candidat, vous êtes président. C'est ça qui pose problème. Il faut que les hommes qui sont, et que ces nominations-là soient entérinées par l'Assemblée nationale, pour qu'ils soient un peu plus indépendants vis-à-vis de celui qui nomme. Que tous les candidats, tous ceux qui doivent diriger nos institutions, soient nommés, proposés à l'Assemblée nationale qui doit voter, et que ces présidents-là ne dépendent pas trop de celui qui les nomme. Moi, à mon avis, c'est le problème qui se pose. Il faut qu'ils soient proposés par le président et élus à l'Assemblée nationale par tout le peuple. Comme ça, ils seront vraiment indépendants vis-à-vis de celui qui a fait la proposition, puisqu'ils auront des comptes à rendre au peuple qui les a mis. Indépendant et incorruptible aussi. Oui, indépendant et incorruptible. Alors, selon vous, pourquoi, quand Ouattara fait beaucoup d'efforts pour que M. Yao Paul Ondré vienne l'investir, et juste après, il s'en débarrasse? Il aurait pu le garder puisqu'il a accepté que M. Yao Paul Ondré l'investisse président de la République. Ouattara n'a pas fait beaucoup d'efforts pour que Yao Paul Ondré vienne l'investir. Yao Paul Ondré était le président du Conseil constitutionnel. Yao Paul Ondré a rendu une décision qui n'était pas conforme au droit. Il s'en est lui-même prévalu. Yao Paul Ondré s'est retrouvé en exil. Les institutions internationales qui sont venues arbitrer ici en Côte d'Ivoire ont estimé que les décisions telles que rendues par Yao Paul Ondré n'étaient pas conformes à la réalité et à la légitimité des urnes, et que c'était les résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Yao Paul Ondré, sur la base de cette décision, a décidé donc de se rétracter et est venu proclamer les résultats. Maintenant, Yao Paul Ondré reste quand même controversé par rapport, donc, comme madame l'a dit... Comme Youssouf Bakayoko, d'ailleurs. Non, pas comme Youssouf Bakayoko. Non, pas comme Youssouf Bakayoko. Parce que il y avait un litige entre les résultats donnés par Yao Paul Ondré et les résultats donnés par Youssouf Bakayoko. Tout le monde est tombé d'accord que c'est les résultats de Youssouf Bakayoko qui étaient les vrais résultats. Youssouf Bakayoko a bien fait son travail. Celui qui n'a pas bien fait son travail et qui, certainement, avec la complicité du FPI, a conduit la Côte d'Ivoire dans ce drame, c'est Yao Paul Ondré qui a donné des résultats, qui a décidé de proclamer Laurent Gbagbo vainqueur en invalidant les résultats, alors que la loi ne lui permettait pas de certains départements donc, du Nord et du Centre. Donc, un tel personnage ne pouvait plus continuer à incarner cette... En tout cas, pour rassurer toute la société, on va aller dans le public tout à l'heure pour retrouver Guy Deferne. Pour rassurer toute la société ivoirienne, il aurait fallu enlever M. Youssouf Bakayoko et tous ceux qui ont eu à gérer ces élections qui nous ont conduits à une guerre. Donc tous ceux-là devaient partir, mettre vraiment un autre cadre pour gérer. Parce que la société civile, qu'est-ce que nous attendons de vous, politiques? Que notre pays ne fasse plus cette guerre qu'on a connue, que tous les Ivoiriens soient en sécurité. Or, dès le départ, si M. Youssouf Bakayoko, sa personne pose problème, non, nous, madame, on est inquiets. Excusez-moi de vous interrompre, c'est la dernière fois que je vous interromps. Oui. Vous ne traitez pas le problème dans le fond. Vous avez 2 personnes qui sont en charge du processus, qui ont fait un travail. Et il y a une divergence sur leur travail. Et vous avez des arbitres convenu par nous tous, notamment le représentant spécial des Nations Unies, le représentant du facilitateur, l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et après un travail d'enquête, il apparaît que le premier, c'est-à-dire Youssouf Bakayoko, a fait son travail conformément aux exigences.
et que le second a plus fait de la politique que son travail. Et vous dites que à partir du moment où il y a eu litige entre les deux personnes, il faut éliminer les deux personnes. Je pense que dans nos États africains, il faut plutôt encourager ces personnes-là, comme Issou Bakayoko, qui malgré les contraintes, les fusils et autres, savent prendre leur indépendance et proclamer des résultats souvent au péril de leur vie. Juste quelque chose. Très rapidement. Je pense que M. Touré dit quelque chose de très grave. Le Conseil constitutionnel d'un pays souverain qui est investi du pouvoir de dire des décisions insusceptibles de recours prend une décision et c'est des individus, des fonctionnaires internationaux qui se réunissent et qui décident que la décision rendue par cette instance n'est pas bonne. Non, laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, je suis désolé. Laissez-moi terminer. Pretoria n'a pas mis une... C'est vous qui, à Pretoria, avec Laurent Gbagbo, avez accepté que M. Choi, représentant spécial des Nations Unies, dans ce cas-là, mettre M. Choi à la place de M. Yaoundé. Mais c'est vous qui l'avez accepté, non? La constitution ivoirienne a été piétinée par vous. Et avec la complicité de vos soutiens internationaux. Non, c'est pas sérieux. Non, je vais finir sur ça. On commence à respecter ces accords. Je vais finir. Choi ne s'est pas invité dans nos élections. Ce sont les acteurs nous parlons d'institutions, n'est-ce pas? Et nous parlons de la crédibilité. Il y va de la crédibilité et de la stabilité de nos États. Si nous ne donnons pas de crédit à nos institutions, si nous foulons au pied les règles qui régissent ces institutions, il n'y a pas d'État. Quelle que soit la décision qui est prise, elle peut ne pas arranger quelqu'un, mais dès l'instant où la Constitution dit, cette instance-là, qu'elle parle, personne d'autre ne parle. Il faut s'en conformer. Alors, simplement, il faut s'en conformer. Je ne parle pas de Pretoria. Pretoria n'est pas le siège de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons mettre d'accord, monsieur le ministre. Moi, juste rappeler pour tous ceux qui nous regardent, il faut quand même comprendre l'origine de tout ça. Lorsque nous allons à Pretoria, après les accords de Marcoussis, le FPI estime que la composition de la CEI, telle que définie par les accords de Marcoussis, est à son désavantage. L'opposition d'alors que nous représentions, avons estimé que Yao Paul Ndré, nommé par Laurent Gbagbo, était beaucoup plus un ami de Laurent Gbagbo. Donc, vous avez parlé tantôt de crise de confiance. Donc, entre vous qui estimez que la CEI est déséquilibrée... Qu'est-ce que ça a à voir avec le respect des décisions du Conseil constitutionnel? Vous allez comprendre. Non, répondez à ça, on n'a pas le temps. Entre vous qui estimez que la CEI était déséquilibrée et nous qui n'avions pas confiance en Yao Paul Ndré parce qu'il est ami à Laurent Gbagbo. C'est en cela que nous avons, vous et nous, convenu qu'un troisième acteur rentre en jeu, c'est-à-dire les Nations Unies, pour certifier ces élections, pour dire si effectivement ces institutions ont fait leur travail conformément à la loi et à la légitimité du peuple, ou bien les questions politiques ont prévalu. Donc Choi et les Nations Unies sont notre choix. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Vous voulez réécrire l'histoire qui est récente pourtant. C'est vous qui voulez réécrire l'histoire. Monsieur Okomodeste, vous souhaitez réagir? Nous vous écoutons. Je veux réagir. Je voudrais dire que personne ne sait ce qui s'est passé. On ne sait pas dans quelles conditions M. Yao Ndré est revenu en Côte d'Ivoire pour proclamer des... Mais il enseigne à l'université de Cocody à Abidjan. Allez lui demander, il va vous dire. Oui. Personne ne sait là, il est libre de ses mouvements, il enseigne à l'université. J'aurais voulu qu'il y ait mais vous pouvez l'approcher, mais il va vous dire. Donc la logique aurait voulu que M. Youssouf Bakayoko démissionne et qu'on mette en place une nouvelle commission électorale indépendante. Et puis la composition même est sujette à caution. Vous dites commission électorale indépendante. Toute l'opposition ne veut pas de M. Youssouf Bakayoko. Pourquoi M. Alassane Ouattara ne l'enlève pas? Mais parce que M. Youssouf Bakayoko, d'abord, M. Alassane Ouattara n'a pas à s'immiscer dans la gestion de la commission électorale indépendante. Les différents partis politiques ont désigné leurs représentants sur la base du quota qui a été défini entre les partis politiques, la société civile et puis l'État. Ensuite, les commissaires de la CEI se sont retrouvés pour désigner à leur sein celui qui devait présider. Pourquoi vous voulez que M. Alassane Ouattara s'immisce donc dans une affaire interne à la CEI pour désigner tel président? Le président... Le décret qui organise la commission électorale indépendante est signé du président Alassane. Oui, mais le décret qui organise, monsieur le ministre, vous le savez très bien parce que vous avez été ministre. Un décret qui organise une institution n'est pas forcément le décret qui nomme le président de cette institution. J'ai dit que le système tel que nous l'avons accepté en Côte d'Ivoire et qui peut-être peut évoluer, c'est que chaque parti désigne ses commissaires. Et ces différents commissaires se sont retrouvés et entre eux ont désigné avec le FPI le président de la CEI et Issou Bakayoko est devenu président de la CEI. Donc, M. Alassane Ouattara n'a absolument rien à voir. En même temps que vous appelez à l'indépendance de la CEI, en même temps vous voulez que M. Ouattara se mêle de la CEI, il ne se mêlera pas de l'affaire interne de la CEI. Il n'y est pas. On va laisser Mme L'appel que je lance à tous les partis politiques et au gouvernement de Côte d'Ivoire,
nous allons directement aux élections. Oui. Et il y a un individu qui est contesté, même par une seule personne, ça nous pose un problème déjà. Nous, société civile, ce qu'on vous demande, il n'est pas tard. Vous pouvez vous asseoir, parti politique, pour régler définitivement le problème de M. Issoufou Bakayoko et de rassurer tous les candidats. Et ce qui compte pour nous, ce sont les résultats qui vont sortir des urnes. Que celui qui gagne cette fois-ci soit reconnu par tous. Mais madame, il y a une contradiction dans ce que vous dites. Il y a une contradiction. C'est-à-dire que des individus, parce qu'ils ont des problèmes de personnes à Issoufou Bakayoko, remettent en cause Issoufou Bakayoko, soit. Ce qui aurait été plus dramatique, c'est que le processus en lui-même, dans sa conduite, dans sa transparence, dans son exclusivité, soit remis en cause. Si on nous avait dit que des fausses cartes d'électeurs étaient en train d'être faites, si on nous avait dit que des bureaux de vote fictifs avaient été faits, si on nous avait dit que le mode de transmission des résultats des élections est tel que tel parti peut frauder, on aurait pu s'inquiéter. Personne ne se plaint de la transparence du processus. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas le résultat des urnes. Ce que vous attendez, vous, du RDR, c'est pas que votre candidat gagne. C'est pas une question de RDR. Non, RDR coalition, c'est pas que quelqu'un gagne. Okay. Moi, je ne rentre pas dans les débats des partis politiques. À l'insu des autres partis politiques. Je rentre dans le débat de rassurer la population ivoirienne. C'est ça ce que je dis, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le processus du point de vue technique n'est pas remis en cause par aucun parti politique. Allez, s'il vous plaît, on va aller du côté du public. Monsieur Guy de Fer, alors... Oui, c'est-à-dire, en fait, quand on le dit, c'est une question de conscience professionnelle et du respect des institutions. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu du respect des institutions, en toute sincérité. On a vu autant de Nrégué, il dit « je proclame ça », d'autres disent « non ». Des gens sont soulevés ici, ça crée ce que ça a créé. On a vu aussi autant de Ouattara. Dès qu'on a dit, Youssouf a dit « c'est ça », d'autres n'ont pas voulu. Ça crée ça. Alors qu'il faut qu'on ait du respect. Quand on dit une institution a dit ça, on doit s'aligner. Et tout ça, c'est de la responsabilité de nos leaders politiques. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'éduquer notre jeunesse qui aujourd'hui manque de repères. On va prendre quels repères à cette allure-là? Il faut respecter les institutions. Youssouf, en lui-même, il a déjà un problème. Mais s'il a un problème, comme on sait qu'il travaille bien, c'est vrai. D'abord, il s'impose parce qu'il y a une population, même si c'est une minorité, pose problème. Ok, monsieur Youssouf, comme tu poses problème, il faut quitter parce que des gens pensent que, viens, envoyons quelqu'un d'autre, on va le nommer. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité en toute sincérité. Mais sinon, on n'a aucun respect des institutions et déjà mettre en cause n'importe qui. Même le FPI, ils en ont fait avec Gueye. Aujourd'hui, chacun chasse chacun. Okay. Chacun chasse chacun ici. Merci beaucoup, en tout cas, merci à Guy de Fer. On va revenir sur le plateau et puis parler justement de M. Francis Vaudier, que Ouattara nomme à la suite de M. Yao Paul Ndré et qui, quelque temps plus tard, démissionne. Alors, comment ça peut s'expliquer? Ils étaient si proches et M. Vaudier, à la tête du Conseil constitutionnel, vous avez tenté de comprendre les raisons pour lesquelles le professeur Francis Vaudier a démissionné? Oui, à moins que la personne concernée ne dise un jour à la nation ce qui l'a poussé à démission, on ne peut que faire des supputations. Nous constatons qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, de façon inédite, le président du Conseil constitutionnel rend le tablier. La première des choses qui vient à l'esprit, c'est de savoir s'il n'y a pas eu de pression sur la personne en question, des pressions qu'elle n'a pas pu supporter. Mais quel type de pression, quel type de pression pouvait-il subir? Il n'était pas. Il a rendu personne ne lui demandait de proclamer des résultats. Non. Personne ne lui demandait d'investir. C'est en prévision des difficultés à venir, de la crise à venir. Mais pour l'instant, il n'y a aucune crise à l'horizon. Bien sûr, en prévision, par anticipation. Parce que le décor tel qu'il était en train d'être planté ne laissait pas de marge de manœuvre au président du Conseil constitutionnel. Vous savez, je vais être explicite. Je vais l'être pour que tout le monde comprenne. Vous savez très bien qu'en 2015, la question qui est sur toutes les lèvres et qui est d'ailleurs portée par certains candidats et certaines chapelles politiques, c'est l'éligibilité. La question de l'éligibilité de M. Ouattara a été remise au goût du jour en 2015. M. Ouattara lui-même a dû saisir le Conseil constitutionnel pour demander un avis, comme tous les chefs d'État le font lorsqu'il y a des problèmes de ce genre. L'article 35 de la Constitution est clair là-dessus. Elle a été mise en veilleuse
de façon exceptionnelle, pour des raisons que vous savez, avec les accords de Pretoria, pour que M. Ouattara soit candidat à titre exceptionnel. Cela a été. En 2015, cet article 48 n'est plus de rigueur. Et donc, le président du Conseil constitutionnel, qui connaît des candidatures à la présidentielle, aura à se prononcer sur ces candidatures-là. M. Francis Baudier a simplement anticipé. Nous ne pouvons pas dire que M. Ouattara n'est pas éligible au sens de la Constitution, de l'article 37 de la Constitution ivoirienne, tel qu'il est en ce moment. Il a préféré rendre le tablier pour ne pas non plus avoir à violer son devoir de... Allez, on va terminer par vous sur cette question. Monsieur Konan Kouadio-Siméon, le candidat que vous représentez. Bon, pour nous, la nomination du professeur Francis Baudier à la tête du Conseil constitutionnel était un réel motif d'espoir. Parce que nous pensions qu'avec la nomination d'une telle personnalité, cela allait permettre une stabilité politique. Mais contre toute entente, le professeur a démissionné. Et il a dit qu'il parlera plus tard. Donc nous ne connaissons pas de façon officielle les motifs, les motivations d'une telle démission. On ne saurait épiloguer là-dessus. En tout cas, au niveau de la société civile, comment vous avez interprété la démission du professeur Francis Baudier à la tête du Conseil constitutionnel? Connaissant le professeur Baudier comme un homme intègre, nous avons eu des frayeurs quand il a démissionné. Mais à cause de son droit de réserve, il n'a pas pu parler à la population ivoirienne. Et ça pose problème. Parce qu'il aurait dû, on ne lui demande pas de violer les décisions du Conseil constitutionnel, mais au moins de donner une information à la nation qui a eu l'espoir lors de sa nomination. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Francis Baudier agit comme l'ensemble des candidats qu'on voit dans les élections, à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui déposent leurs papiers, leur acte de candidature à la CEI, et après qui se retournent contre la CEI, qui a même validé leurs documents? Francis Baudier, en venant à la tête du Conseil constitutionnel, savait évidemment à quoi s'en tenir. Oui. Alors, quand vous parlez de Francis Baudier en termes d'intégrité et je ne sais quoi encore, il le savait en venant à la tête du Conseil qu'il serait confronté à la décision face à la candidature de M. Ouattara. Oui, il le savait et justement... Mais pourquoi il a accepté le poste alors? Mais on ne lui a pas posé, c'est là où nous voulons lui poser des questions. Pourquoi l'avoir accepté et pourquoi démissionner? Parce que quand on l'a nommé, on a eu beaucoup d'espoir en disant c'est un homme intègre, un constitutionnaliste qui va faire les choses de façon transparente. Sa démission a inquiété plus d'un. On va terminer avec vous sur la question justement de la démission du professeur Francis Baudier. Je pense que le ministre Komou avait bien commencé, mais il a mal terminé. Il a parlé de démission de Yao Paul Ndré et de Francis Baudier. Il a parlé de supputation, donc il faut éviter de lancer des courriers pour deviner telle ou telle chose. Il a dit lui-même qu'il démissionnait par convenance personnelle. Monsieur Francis Baudier est un grand juriste, de réputation internationale. Je ne pense pas, l'image que vous lui présentez de lui comme quelqu'un qui n'est pas courageux et qui donc, devant la perspective de rendre une décision, se déculotte parce qu'il n'a pas envie de dire si Ouattara est éligible ou pas, je ne crois pas. Ce n'est pas Francis Baudier. Non, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas Francis Baudier, c'est quelqu'un de très intègre. Il a estimé que pour des raisons personnelles, il démissionne. D'ailleurs, je vais vous rappeler qu'en 2010, lorsque Yao Paul Ndré, puisqu'on en parlait tout à l'heure, a rendu sa décision, Francis Baudier fait partie de ces hautes personnalités dans notre pays qui ont estimé que la décision de Yao Paul Ndré n'était pas conforme au droit. Donc, il a dit, et il a partout, en France, partout. Et donc, je pense qu'il faut respecter la décision de M. Yao Paul Ndré et de M. Francis Baudier. Je ne veux pas faire de commentaires particuliers. Il a ses raisons personnelles. Le jour qu'il voudra en parler, il en parlera. Mais évitons de rentrer dans des commentaires pour jeter l'opprobre sur ce monsieur qui est une valeur sûre de notre pays. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur quelqu'un. Il s'agit d'analyser des situations. Mais votre analyse jette de l'opprobre sur lui. Voilà. Nous, société civile, on a toujours apprécié cet homme-là. En tout cas, nous attendons que le professeur Francis Baudier se prononce un jour sur cette démission jugée spectaculaire par une certaine presse pour que nous puissions en savoir un peu mieux. Mamadou Koné rassure-t-il l'opposition que vous représentez?
en tant que président du Conseil constitutionnel? Oh, moi, j'attends de voir l'homme à l'acte. Comme l'a dit mon frère Touré, c'est un éminent juriste. On attend de Bien sûr, c'est un éminent juriste avec qui j'ai partagé les conseils des ministres à l'époque. Je sais qu'il est très compétent, il est intègre également. Jusqu'où il ira avec cette disposition, personne ne sait. Par contre, ce qui jette le trouble dans l'esprit des Ivoiriens, c'est sa dernière décision de validation des candidatures. Avec l'argumentaire qu'il a utilisé pour valider la candidature de M. Ouattara. Là où il n'était point obligé d'expliquer, il s'est cru devoir expliquer pourquoi il admet cette candidature en se fourvoyant, en introduisant un nouveau concept dans le jargon juridique de cette institution. La candidature dérivée ne rime à rien. C'est complètement nouveau et c'est sidérant. Et ça me permet de douter un peu de la sincérité de Mamadou Koné. Autrement dit, sa compétence n'est pas du tout en doute. Mais cette décision, sur la question et la première qu'il a prise depuis qu'il est là, pose problème. Pose problème. La candidature dérivée du candidat Ouattara. Sur l'explication, Mamadou. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on termine, c'est ça? Non, pour nous, monsieur Koné Mamadou, il ne pose pas de problème. Il ne pose pas de problème. Allez, madame. La pour l'instant, société civile non plus. Non, n'est pas inquiet. Alors, je suis content que tout le monde reconnaisse la capacité et le professionnalisme de Mamadou Koné. Sur l'explication, il n'a pas expliqué l'acceptation de la candidature du président Ouattara parce qu'il a voulu l'expliquer. C'est parce que l'un des candidats avait fait une réclamation visant l'invalidation de la candidature de M. Ouattara. Et donc, statuant sur cette demande d'invalidation, il a eu expliqué pourquoi le président Ouattara a été accepté. Pour le reste, je note que vous reconnaissez que c'est un juriste compétent. Et donc, il n'y a pas de raison que nous connaissions donc, des problèmes à l'issue de ces élections. Messieurs, madame, merci en tout cas d'être venus sur le plateau du Grand Talk consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci aux étudiants de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire qui nous accompagnent tout au long de ces élections. Nous avions monsieur Mamadou Touré, porte-parole RHDP. Merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur le ministre Kouadio Komoué Augustin, qui est le secrétaire général adjoint du FPI, chargé de la coordination et de l'action gouvernementale. Merci à vous d'être venu. C'est moi. Monsieur Ocon Modeste, représentant du candidat Conan Kouadio Siméon. Merci encore. Merci, monsieur. Et on termine avec madame Hélène Saé. J'ose espérer que je n'ai pas écorché votre nom. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Coordinatrice nationale convention de la société civile ivoirienne. Merci d'être resté en notre compagnie et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk sur Vox Africa.